plaque. C'est à Luxembourg? Non. Oh, Luxembourg. La scène est filmée par un riverain. On y voit une voiture jaune faire l'objet d'un contrôle de police par 2 motards. L'un d'eux accoudé près du pare-brise, met en joue le conducteur. Dans les secondes qui suivent, le véhicule démarre. Le policier fait feu. L'homme au volant est mortellement touché. La voiture va continuer sa route sur plusieurs mètres avant de heurter un mur. 2 passagers étaient à bord. L'un d'eux a été interrogé, l'autre est en fuite. La victime, Naël M, 17 ans, était connue de la justice pour plusieurs refus d'obtempérer et défaut de permis. Selon les premiers éléments fournis par les policiers, peu après 8 heures, la voiture jaune, une voiture de location, commet une infraction routière. Elle est alors prise en chasse par les 2 motards. Le véhicule stoppe. C'est à ce moment-là que cette autre vidéo a été prise par un automobiliste. Dans leur premier rapport après les faits, les policiers affirment que le conducteur fonce sur eux au moment où il tire. Une version contestée par l'avocat de la famille de la victime. Le tir n'est pas réglementaire. Il aurait fallu, afin que le tir soit réglementaire, que le policier soit en danger, que sa vie soit en danger, ce qui n'était pas le cas, puisqu'on voit clairement sur la vidéo que les policiers sont sur le côté et non pas en face du véhicule. Donc la version donnée par les policiers indiquant que leur vie était en danger a été démentie formellement par cette vidéo. Le policier qui a tiré est en garde à vue à l'IGPN, la police des polices, pour homicide volontaire. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur est revenu sur les faits. Bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge d'ailleurs des conducteurs. Et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers. Un important dispositif de police a été mis en place autour du quartier où vivait la victime. Eh bien écoutez, là, on peut dire que la situation a totalement de nouveau dégénéré. Je me trouve à quelques dizaines de mètres de la cité Pablo Picasso, sur l'avenue qui sépare le quartier de celui de la Défense. Devant moi, il y a 5 à 6 voitures qui sont en train de brûler. Un hélicoptère des forces de l'ordre passe depuis quelques minutes au-dessus de nos têtes. On a vu tout à l'heure une charge de jeunes sur des effectifs de police qui se trouvaient à proximité, des jeunes qui sont extrêmement mobiles. Apparemment, à l'intérieur même du quartier Pablo Picasso, les échauffourées et les affrontements assez violents ont démarré en milieu de soirée, à coups de tirs de mortier contre des tirs de grenades de désencerclement ou des tirs de LBD. On pensait que la situation était revenue au calme parce qu'on se trouvait précédemment sur le parvis de la préfecture de Nanterre, là où s'était achevée la marche en hommage, en mémoire de Naël. Des échauffourées avaient également eu lieu en fin d'après-midi, puis un immeuble avait pris feu après qu'une agence bancaire ait été incendiée, et à ce moment-là les gens s'étaient plutôt dispersés et le calme était plutôt revenu, mais comme je vous le disais, eh bien une grande fumée noire est actuellement au-dessus de ma tête, et la nuit va être très longue ici au quartier Pablo Picasso de Nanterre. Pour mettre fin à de la pandette au nez du pays. La bombe à retardement a été enclenchée après la mort du jeune garçon de 17 ans tué par un policier à Nanterre mardi alors qu'il tentait de se dérober à un contrôle de police. Des images qui rappellent les émeutes de 2005 et qui témoignent de l'incurie de l'État français face à des soulèvements. Plus dur que de contrôler des papiers de petits blancs pendant le confinement ou de tirer au LBD sur les gilets jaunes, la séquence en cours est particulièrement violente pour les forces de police. Toutes les grandes agglomérations du pays ont été touchées et la carte des zones sensibles apparaît comme beaucoup plus large que celle de 2005, les populations dites sensibles ayant largement gagné du terrain. Des écoles, des mairies, des commissariats, mais aussi des voitures de particuliers ont été attaquées et brûlées. Des magasins ont été pris d'assaut, notamment des enseignes Lidl. Un scénario qui n'est pas sans rappeler les émeutes ethniques qui touchent épisodiquement les États-Unis. Le local de la police municipale de Mont-en-Barreuil, dans le Nord, a été pillé. Les émeutiers sont repartis avec l'équipement des policiers. À Amiens, dans le Nord, la médiathèque du quartier Étouvie a été brûlée, facture 3 millions d'euros. Certains, sur les réseaux sociaux, évoquent même un tir de lance-roquettes à Créteil, dans le Val-de-Marne. Le député RN Grégoire de Fournas a vu sa permanence et son véhicule familial attaqués en Gironde, sans que cela ne suscite un tollé auprès de ses collègues de gauche et du centre à l'Assemblée nationale. À Trappes, dans les Yvelines, le maire Ali Rabet, ex-PS, désormais dans le mouvement Génération de Benoît Hamon, a aussi été pris à partie.
À Nanterre, c'est le député Bilongo, LFI, pompier pyromane de service, qui a été pris à partie par son électorat. Être élu de gauche ou tapiner auprès des émeutiers, comme l'a fait le réalisateur Mathieu Kassovitz avec ses larmes de crocodile, depuis sa maison, ne préserve pas quand la machine à détruire est en marche. La colère des foules, l'effet d'entraînement et l'impunité font que personne n'est à l'abri dans ces moments de tension. D'où une certaine difficulté à récupérer cette colère pour la gauche NUP qui aimerait tirer profit, mais pourrait surtout perdre des plumes dans la bataille. Avec ces députés refusant les appels au calme sur les plateaux télé, les Insoumis et leurs alliés écologistes se placent contre l'ordre dans une séquence où l'électorat majoritaire y est très sensible. À contre-courant, il pourrait payer les pots cassés. Inversement, la demande d'Éric Zemmour, qui ne dispose pas de mandat électif, puis du patron des LR, Éric Ciotti, de mettre en place l'état d'urgence, peut aussi laisser songeur. Revenir à l'état d'urgence reviendrait à priver encore de liberté les Français pour juguler des émeutes, sans aucune assurance que cela fonctionne. C'est surtout donner une nouvelle fois un blanc-seing au président Macron en matière d'extension de ses prérogatives et lui accorder donc une étonnante confiance. Cet état d'urgence n'était pas encore à l'ordre du jour mercredi soir. En effet, quand les banlieues étaient à feu et à sang, le président assistait à un concert d'Elton John. S'il paraît évident qu'Emmanuel Macron partage plus avec le chanteur britannique qu'avec des jeunes de banlieue, la scène peut étonner. Déjà, avant le confinement, le président avait sorti Brigitte Macron au théâtre pour inciter les Français à sortir. Un peu à contretemps, le président ne semble pas vraiment avoir pris la mesure des événements, ou alors il peut aussi miser sur un pourrissement qui lui permettra d'incarner le parti de l'ordre. Pour l'heure, le parquet a établi que les conditions légales d'usage de l'arme du policier dans la mort du jeune homme n'étaient pas réunies. L'autopsie a, elle, confirmé un tir unique et la fouille du véhicule n'a, elle, pas révélé la présence de stupéfiants ou d'alcool. Reste à voir comment le gouvernement va agir pour tenter d'apaiser les tensions sans se coucher devant la banlieue. Les outrances des réseaux sociaux et celles de certains camps de l'échiquier politique pourraient profiter au président qui se placera au centre du jeu, comme il aime le faire, avec un cynisme qui ne se dément pas. Que la séquence de violence se poursuive ou non, des enseignements sont à tirer de ce drame et de son épilogue. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent que la banlieue est bien armée. Les Français ont pourtant subi une opération de récolte d'armes en fin d'année 2022. Quant aux Jeux Olympiques de Paris de 2024, plus les émeutes dureront, plus les craintes pour la sécurité de cet événement prendront de l'ampleur. Le raidissement sécuritaire ne devrait guère avoir de conséquences pour les organisations criminelles de banlieue. Au-delà des conséquences à court et moyen terme, ces émeutes apparaissent avant tout refléter l'échec de décennies d'immigration-intégration, encouragée tantôt par le patronat, tantôt par l'extrême gauche. L'immigration massive de populations extra-européennes ne semble pouvoir déboucher que sur des conflits ethnoculturels. Que s'est-il réellement passé à Nanterre quand Naël, 17 ans, a été tué par un policier mardi matin? On a disséqué toutes les images de l'événement pour le comprendre. Les policiers affirment qu'ils étaient en danger et que la voiture leur fonçait dessus. Mais les images, elles, racontent une autre histoire. Il est 8h18 ce mardi matin, passage François Arago, près de la station de RER Nanterre-Préfecture. Sur cette vidéo, prise par celle qu'on va appeler témoin 1 et authentifiée par l'AFP et Libération, on assiste à ce qui semble être un contrôle routier. Deux motards de la police, casqués, se tiennent à côté d'une Mercedes AMG jaune, côté conducteur. On ne sait pas ce qui a conduit à ce contrôle, ni comment Naël s'est retrouvé au volant de ce véhicule. Leurs motos, gyrophares allumés, sont stationnés juste derrière la voiture, comme on le voit sur cette autre vidéo, prise de derrière. Les policiers seraient membres de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine. À ce moment-là, la voiture est à l'arrêt. L'un des agents est penché à la fenêtre et l'autre est à gauche du capot, son arme tenue à deux mains. Et voici ce qu'on entend. Un premier policier menace le conducteur. Et le second policier. Clairement, à ce moment-là, le véhicule ne menace pas les policiers. Leurs propos, eux, indiquent l'intention de tuer. Voici une deuxième vidéo avec un autre angle. On est dans le véhicule qui précède l'AMG jaune. Témoin 2 filme via le rétroviseur. Témoin. On entend les policiers crier sans pouvoir comprendre ce qu'ils disent, puis on voit un des deux policiers frapper violemment sur le capot de la voiture. Cet angle confirme à nouveau que la version des policiers ne tient pas. Retour sur la vidéo témoin 1. On voit la voiture qui démarre, les deux agents qui s'en écartent, et en moins d'une seconde, le policier proche du capot tire sur le conducteur.
La voiture continue d'avancer, puis la caméra revient sur les deux agents qui semblent se diriger vers leur moto. La vidéo du témoin 1 s'arrête et reprend quelques secondes plus tard sur le lieu où l'AMG a fait une nouvelle vidéo. Appelons-la témoin 3. On voit un policier arriver en moto au niveau de la voiture accidentée. Un passager sort de l'arrière du véhicule, avance vers le policier et met les mains en l'air. À ce moment, le policier le fait violemment tomber au sol en lui faisant une balayette pendant que le deuxième agent le rejoint. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur les lieux. Sur la vidéo témoin 4, on voit un pompier en train de pratiquer un massage cardiaque à Naël. Mais il est trop tard, son décès est constaté à 9h15 suite à au moins une blessure par arme à feu, indiquent les secours. Des habitants s'ameutent rapidement autour de la scène. D'autres policiers sont présents pour sécuriser les lieux. Une femme prend à partie certains d'entre eux. Voici ce qu'on peut entendre. Et à ce moment, un policier lui répond. Le corps de Naël est ensuite transporté à l'hôpital. Un ambulancier s'emporte contre les policiers présents. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Pour un défaut de permis. Pour un défaut de permis, frère. Un jeune homme de 19 ans a refusé d'obtempérer à la police de Grenoble, entraînant un agent sur une trentaine de mètres. Dans la nuit de mardi à mercredi, les faits ont eu lieu lorsque la police a tenté de contrôler un homme à scooter dans la rue Paul-Valéry. Malgré les efforts des policiers, le fouillard a réussi à redémarrer et a emporté un agent qui était traîné sur le sol. Finalement, le suspect a chuté un peu plus loin et a été arrêté. Il avait consommé du cannabis et a été placé en garde à vue pour conduite sous stupéfiants et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le policier souffre de douleurs mais n'a pas de fracture. Une enquête a été ouverte et ce fait divers nous ramène forcément à l'affaire Naël de Nanterre et nous rappelle également que la vie des policiers n'est pas évidente tous les jours face à ce genre de personnes qui refusent de s'arrêter à un contrôle policier. Quand on choisit délibérément de fuir la police, on doit accepter le risque de ne pas s'en sortir. Certains parlent de condamnation à mort, ça n'a évidemment rien à voir, mais en se conduisant violemment, on rend possible une issue violente, de fait. J'ai lu meurtre de sang-froid, abattu froidement. Je vois pas quel froid il y aurait, on est au contraire dans le feu de l'action. Le mec n'a pas été abattu alors qu'il était attaché sur une chaise, faut stopper le délire mensonger à un moment. Ceux qui affirment que le policier aurait pu laisser partir le chauffeur puis le stopper en tirant dans les pneus de la voiture, doivent arrêter de se droguer avec des films américains. Dans la vraie vie, ce flic aurait tout simplement pu se faire tuer ou gravement blessé par ce délinquant. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Michael Mattei en octobre 2022. Un gendarme paralysé pour un simple contrôle routier. Donc maintenant on arrête les conneries, toute personne qui démarre en trombe au risque d'écraser des innocents doit être neutralisée, par tous les moyens possibles. Et pour penser le contraire, il faut être une ordure. En parlant d'ordure, toute la gauche de ce pays prend désormais ouvertement parti pour la racaille. On pourrait encore argumenter, démontrer le double standard de la gauche, mais ça me paraît aujourd'hui dépassé. Certains disent que la gauche se tait pour Lola, mais prend la défense d'un délinquant, mais c'est pire que ça. La gauche ne se tait pas pour Lola, elle ouvre sa bouche pour nous sommer de fermer la nôtre. La fameuse stratégie de l'accusation en récupération politique, au sujet de laquelle j'ai déjà fait une longue vidéo que je vous invite à regarder et surtout à partager. On a de l'avocat qui passe sur France Inter pour minimiser les émeutes et criminaliser la police, le même avocat qui avait d'ailleurs affirmé que le racisme anti-blanc n'avait aucun sens. Le racisme anti-blanc, ça veut rien dire. Évidemment que ça n'a aucun sens pour ce vieux bourgeois obèse, puisqu'il vit dans un quartier ultra sécurisé où il n'a aucune chance d'être au contact avec la faune qu'il défend. Pareil pour le député Nipes Carlos Bilongo, celui qui avait joué les victimes de racisme à l'Assemblée, rappelez-vous, là il est allé voir la racaille et a failli se faire lyncher. Il est beaucoup moins en danger avec ceux qu'il considère comme les racistes du RN qu'avec ses petits protégés, dont il se croit proche. C'est dire s'ils n'ont aucune idée de la réalité de ce qui est en train de se produire, ce serait comique si c'était pas aussi irrespirable au quotidien. On a aussi du Mélenchon, qui ose parler de justice alors qu'il qualifie le policier de meurtrier, d'assassin, à peine quelques heures après les faits, au mépris total de la présomption d'innocence, et que dire d'Adrien Quatennens, qui fait la leçon à un policier, qui n'aurait pas su garder son calme face à un refus d'obtempérer, alors que lui-même n'arrive pas à garder son calme face à un refus de faire la vaisselle. C'est un spectacle riche en enseignements. Toute la sphère médiatique et politique, à l'exception de ce qu'on appelle l'extrême droite, est en roue libre contre nos institutions, contre l'état de droit, contre la République dont ils prétendent être les gardiens.
Et bien entendu, là, on peut diffuser les images non-stop, contrairement à celles du Bataclan, de Paty, de Lola, d'Annecy et de tous nos morts à nous qu'il faudrait cacher. C'est de la pure folie. Argumenter logiquement, démontrer les contradictions de la gauche, nous n'en sommes plus là, il faut bien en avoir conscience. Évidemment qu'ils sont dans la récupération politique la plus dégueulasse, évidemment qu'ils font bien pire que ce qu'ils nous reprochent, mais l'heure n'est plus à l'explication. Marche blanche se prépare, effectivement, demandée par la famille de Nahel, je rappelle, tué il y a 2 jours, avec dans des circonstances que la justice va éclaircir, mais il y a eu meurtre, effectivement, et un policier a tiré à bout portant sur Nahel. Après, qu'est-ce qu'il en est ? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ma cité va craquer, mes cités vont craquer, et on comprend qu'un meurtre est inadmissible. Tous les meurtres sont inadmissibles, quels qu'ils soient. Mais aujourd'hui, examinons la situation. Qu'est-ce qui fait que ça flambe partout en quelques heures et que voilà, c'est ce refus d'obtempérer. Alors, je vous rappelle que distributeurs de billets ont été découpés à la scie mécanique et emportés. Donc voilà, les distributeurs de billets, distributeurs automatiques, ça marche aussi très bien. Laurent Humberton, vous êtes journaliste, vous êtes romancier, vous êtes essayiste. Je rappelle le livre qui vous a fait connaître et qui a été un best-seller, et ce n'est pas le seul. Vous avez écrit La France Orange Mécanique il y a exactement 10 ans. Et puis vous avez écrit entre autres, le dernier, c'est le plus récent, c'est L'éloge de la force, renverser l'histoire. Mais en attendant de renverser l'histoire, vous avez écrit Guérilla, 3 tomes de Guérilla. Et c'est vrai que quand on relit parmi ces tomes, on voit que on se dit, mais on n'est pas, non seulement on n'est pas loin de la réalité, vous êtes allé évidemment beaucoup plus loin, c'est la force du romancier. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment interpréter ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la police, au niveau un fait, un drame peut aujourd'hui, pas tous les drames, on le sait, mais enfin on va en reparler de cela, peut déclencher comme ça 2 jours, alors on ne sait pas, on espère que ça va se calmer, 2 jours d'émeutes, mais quelles émeutes quand même, c'est pas rien de voir un peu partout des villes, des quartiers entiers en flammes. Est-ce que c'est un paysage qu'on a déjà connu, qui se renouvelle, Laurent Humberton, ou c'est à votre avis, là ce qui vient de se passer depuis 48 heures, autre chose ? Alors, c'est d'une certaine manière, il y a une continuité parce qu'on a eu les émeutes déjà en 2005. On sait qu'il y a une situation pourrie qui n'a jamais été résolue depuis très longtemps. Mais par ailleurs, depuis François Hollande, on assiste quand même à une évolution, à une mutation de la criminalité, notamment l'augmentation sans fin des violences aux personnes, qui est continue depuis les années François Hollande. Et ça, ce drame quotidien n'a jamais été jugulé. La police fait ce qu'elle peut avec une délinquance qui est toujours plus violente, largement impunie, il faut bien le dire. Et évidemment, ça se traduit par des confrontations qui ne peuvent pas bien finir. C'est-à-dire que pour toutes les fois où les arrestations se finiront sans blessure et sans mort, eh bien évidemment, on finira quand même par avoir des accidents absolument épouvantables. Ouais. Et c'est ce que je disais dans Guérilla. Le thème du livre, c'est que la situation que je décris dans ce livre, elle est déjà en place. La France est un bidon d'essence et il manque que l'étincelle. Et l'étincelle, évidemment, ne peut qu'arriver à force de confronter comme ça ces populations. Macron parlait de décivilisation, mais c'est bien pire que ça. On est dans l'ensauvagement total. Et la police qui fait ce qu'elle peut. Et elle ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, face à ça. Donc, évidemment, vous aurez tôt ou tard des embrasements de ce genre. Mais quand on arrive justement à voir, par exemple, c'est vraiment devenu une guerre. C'est-à-dire, la police, qu'elle soit municipale ou nationale ou autre, apparaît donc aux yeux des émeutiers, appelons-le comme ça, d'autres les appellent différemment, mais comme quoi c'est un gang, c'est l'adversaire principal, c'est le gang qu'il faut détruire, parce qu'on voit très bien, par exemple, c'est toutes c'est-à-dire les images, tout le monde les a vues, c'est impressionnant, la totalité des voitures de la police municipale brûler un magasin Lidl, des voitures, n'en parlons pas, etc. Et on a l'impression presque que c'est open bar, dans la mesure où vous avez vu, ils sont allés dans un commissariat de police municipale, ils sont sortis en brandissant glorieusement des
on a envie d'en ricaner, mais de peur de pas être obligé d'en pleurer, de prendre, voilà, des armes ou autre chose. C'est-à-dire, ça devient quoi? Ça devient, eh bien, écoutez, voilà, c'est normal, c'est comme ça. Oui, bah absolument. Et vous l'avez bien dit, on ne vise pas seulement les symboles du pouvoir, on vise pas seulement la police, ça va bien au-delà de ça. On a pillé des magasins, on a incendié des magasins, on a attaqué des écoles, des médiathèques. Comme d'habitude, c'est totalement indistinct. Il y a des bus qui ont flambé, des trams. Enfin, les remontées de terrain sont vraiment terrifiantes. Beaucoup de policiers m'ont dit en 2005, c'était pas du tout ça. Là, ça part dans des proportions qui sont bien supérieures, puisqu'il y a beaucoup plus de zones à problème cette fois-ci. Par rapport à 2005. Et c'est-à-dire pour eux, c'est beaucoup plus important, vous voulez dire, enfin, en intensité, c'est ça? C'est bien plus important, c'est ça, que 2005, Clichy-sous-Bois et ensuite Villiers-le-Bel, où ces événements étaient quand même restés à peu près, enfin, en tout cas plus localisés qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a vraiment une contagion qui est immédiate et qui est massive, et avec des violences, un niveau de violence qui est vraiment sans précédent. C'est à vérifier, mais certains policiers m'ont parlé de grenades, un autre m'a parlé d'un lance-roquette, enfin de vraiment de déprédation qui les obligeait à reculer, à abandonner le terrain. Il y a d'ailleurs des consignes en interne qui circulent et qui préconisent l'arrêt total des opérations en banlieue pour la police aujourd'hui. Donc de surtout pas exercer leur violence légitime en quelque sorte, de l'abandonner à la rue pour éviter que les tensions un embrasement encore plus fort, vous voulez dire. Exactement. Donc oui, c'est-à-dire retenue, mais est-ce que cette retenue, alors la question, enfin on ne sait pas évidemment ce qui circule ou pas, on a vu un communiqué, est-ce qu'il est exact ou pas, authentique ou pas, on ne sait pas, mais que pensent alors les policiers? Je sais que vous avez fait, pour faire votre livre, vos livres, vous êtes en contact en permanente avec un certain nombre de forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils vous disent eux? Est-ce que la situation devient, elle est quoi? Elle est vraiment volatile, elle est le baril d'essence dont vous parlez? Ah oui, bah eux, ça fait très longtemps qu'ils sont vraiment dans une situation qui est épouvantable, parce qu'en plus ils doivent gérer la pression médiatique, la pression politique. Là, ce qui circule, c'est qu'ils sont consternés par l'exécutif, par le fait ils considèrent qu'ils ont été totalement lâchés par le président de la République et par les ministres qui ont tout de suite condamné le policier auteur du tir avant d'attendre le résultat de l'enquête. De la justice. Et ils l'interprètent évidemment comme un message de soumission qui risque d'être désastreux, puisque les émeutiers évidemment ont reçu ce message 5 sur 5 et se sont dit on a raison, le gouvernement l'admet, il a peur, donc on peut y aller. Oui, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et autres disent c'est inexcusable, c'est pas possible, et puis pourquoi pas une minute de silence quand les faits sont totalement, la condamnation est faite, etc. Minute de silence tout de suite. Bon, autre chose, la marche blanche qui va avoir lieu à 14h aujourd'hui, c'est autre chose, c'est la famille qui l'a demandé. Mais est-ce que, alors, comment jugez-vous vous-même, enfin, vous savez, ceux qui disent, oui, maintenant il faut, c'est les appels au calme partout, et ceux qui disent, notamment les députés de la France Insoumise, écoutez, il y a quand même des iniquités, il y a eu assassinat ou meurtre, pourquoi voulez-vous qu'on appelle au calme? La France Insoumise, enfin, joue ce rôle extrêmement dangereux d'agitation, de quasiment de chantage à l'émeute, puisqu'en gros, on vous dit, si la justice ne va pas dans notre sens, c'est normal que le pays flambe en quelque sorte. Quand on refuse d'appeler au calme, c'est ça, le message est très clair. Et en espérant récupérer peut-être quelques voix, mais enfin à mon avis c'est un calcul qui est totalement désastreux, y compris pour eux, puisque leur base populaire ne les suivra jamais sur ce terrain. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que... On l'a vu, pardon, Laurent Berton, on l'a vu quand le député de la France Insoumise, je n'ai plus son nom en tête. Carlos Bilongo. Voilà, oui, Carlos Bilongo est allé et s'est fait déchirer par les émeutiers eux-mêmes. Ils disaient, va-t'en, quoi. Oui. Et c'est très probable que lors de la marche blanche qui est organisée par la famille, il y aura des tensions très fortes et les politiciens qui vont s'y rendre pour tenter de récupérer, vous savez qu'on parle beaucoup de ce terme de récupération politique, là pour le coup c'est un cours magistral de récupération de la France Insoumise, eh bien je leur souhaite bien du plaisir parce que il y a énormément de colère dans ces quartiers. Et ils sont pas dupes, ils sont pas aveugles, ils voient très bien ce que la France Insoumise essaie de faire.
Et donc il y aura évidemment une scission entre ces colères qui n'ont absolument rien à voir, entre en quelque sorte les charognards et les émeutiers. Alors Laurent Berton, parlons du fond là maintenant. Est-ce que c'est parce que ça éclate évidemment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde est au courant de tout dans la minute qui suit ou même avant. Est-ce que c'est organisé ou pas? Quand je dis organisé, c'est pas un complot quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a toujours des meneurs? Comment ça se passe? Puisque ce qui est frappant hier, encore plus qu'avant-hier soir, c'est le nombre de villes, de communes, de quartiers qui s'embrasent simultanément. On se dit Nanterre c'était fini, non, Nanterre ça reprend encore plus fort, Garges-les-Gonesse, etc. Est-ce que c'est organisé ou c'est spontané? Alors, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des réseaux sociaux qui ont vraiment permis de noyauter des mouvements très précis au cours des 2 dernières nuits, en particulier la dernière. On a pas mal de policiers qui ont travaillé là-dessus, sur des groupes Internet, où des clans, des quartiers, des bandes qui d'habitude étaient rivales, se sont en quelque sorte ligués contre l'ennemi commun. Et on a dit aux petits, comme on dit dans les quartiers, allez-y, faites-vous plaisir. Ce soir c'est open bar quoi. Vous pouvez piller, vous pouvez incendier. En quelque sorte, le chaos sera tellement grand que ça risque pas grand-chose. Et même, on espère que ça va payer à long terme, puisque maintenant, chaque flic hésitera encore plus à faire son boulot. Il y aura des moyens débloqués, il y aura un nouveau plan banlieue, etc. Enfin, comme d'habitude. Mais bon, normalement, les grands devraient reprendre le contrôle de la situation d'ici quelques jours, en disant aux jeunes, bon, maintenant c'est bon, ça suffit. Le trafic va reprendre son cours, etc. Les activités parce que normales. ça gêne l'économie, l'économie du deal. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un coup de pression qui peut être utile à long terme par rapport au désarmement de la police, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc normalement, la fin de la récréation devrait être sifflée assez vite. En fait, ce que vous dites, nous avons quelques dizaines de milliers de Prigogine, mais nous n'avons pas un Poutine. Voilà, si je résume un peu, en schématisant, bien sûr. C'est à peu près ça. Et on voit bien que le gouvernement est complètement prisonnier de la situation. Lui, il est dans la communication, il ne sait faire que ça, donc il espère que ça va se tasser. Et il ne peut faire que des promesses et des tables rondes et des projets de loi et ce genre de choses. Il n'est pas du tout dans une logique d'action. Il est vraiment pétrifié par ce qui se passe. Mais alors, à votre avis, Laurent Berton, enfin, vous avez quand même étudié ça, et encore une fois, je rappelle que la France, Orange Mécanique, les incivilités, etc., remontent à 10 ans, et puis on en parlait aussi avant. Mais qu'est-ce qui fait que justement, et ce n'est pas évidemment que Macron, même, vous parlez de Hollande, et même avant, qu'est-ce qui fait cette paralysie? Ce n'est pas seulement l'électoralisme, c'est quoi? L'incompétence, c'est de la lâcheté, c'est on ne veut pas le voir, c'est de la négligence, c'est quoi? Depuis déjà des décennies, enfin. Ouais, c'est vraiment une très bonne question. C'est de se dire, soit il y a une naïveté vraiment énorme, de se dire que le pays sera meilleur de cette immigration de quantité qui n'a jamais été souhaitée, de culture très éloignée. On voit bien tous les problèmes que ça pose. De croire que vraiment c'est notre issue et ça va tout améliorer avec des moyens dans les écoles. Soit il y a une naïveté vraiment énorme, soit je sais pas, c'est très difficile. On n'est pas à la place de ces gens-là. Ils vivent pas dans le même monde. En tout cas, ce que je constate, c'est que ça continue, que cette immigration n'est pas du tout remise en cause, qu'elle a lieu chaque année, et que même cette année, elle a encore battu tous les records de titres légaux délivrés. Mais au bout d'un moment, on voit bien que le capital social s'est effondré. Ce pays n'en est plus un. Et le vivre ensemble, c'est la mort de la nation, ça c'est clair. Vous liez complètement, Laurent Berton, ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration. Ah, pour moi, oui, c'est très clair. L'explosion de l'insécurité, des violences aux personnes, je l'ai dit déjà il y a 10 ans et je continue à le dire, elle est très fortement liée à l'immigration. À cette immigration de quantité, en particulier maghrébine, africaine. Ça, c'est clair dans les chiffres même du gouvernement qui concernent seulement les étrangers, mais quand vous regardez les chiffres qui concernent les individus issus de l'immigration, c'est-à-dire qui sont nés en France, qui sont français, mais qui sont originaires de cette même immigration, eux aussi sont beaucoup plus surreprésentés dans la délinquance et la criminalité. Alors, justement, on va pas faire dans la prédiction ni dans le marque de café, c'est pas votre genre ni le mien, mais au fond, c'est quoi des solutions que si je pense comme vous, enfin, ça va s'arrêter d'ici quelques jours, il faut que l'ordre économique et je dirais méta-économique revient, mais ça peut reprendre
à n'importe quel moment. Que peut-on faire? Est-ce qu'on va, pour vous poser la question brutalement, est-ce qu'on va à un moment donné vers un État autoritaire, on dira c'est plus possible, ça continue comme ça, ou on va vers une espèce de lente décomposition qui peut durer des années encore? Ah, c'est vraiment, ce sont les alternatives qui sont sur la table. Et pour l'instant, c'est ce vers quoi on se dirige, parce qu'effectivement, à un moment, le gouvernement va être obligé de choisir. Soit il renonce à appliquer l'ordre. Déjà, on a déjà fortement renoncé sur le plan judiciaire, mais évidemment, le pays va être une poudrière invivable. Les citoyens qui auront les moyens vont se regrouper dans des clusters sécurisés. On va finir par être une sorte de Brésil. C'est vraiment ce vers quoi on va pour l'instant. Vous voulez dire les villas protégées, les quartiers totalement protégés par des milices privées de défense et les favelas? Ah, voilà, c'est exactement ce qu'est ce fameux vivre ensemble, c'est-à-dire les frontières sont ouvertes, mais il y a les digicodes, le plexiglas, les services de sécurité privés qui explosent, les gens qui songent à s'armer, chacun pour soi, la police dépassée de partout, et encore une fois, la justice, vraiment, qui est pour moi très fortement responsable de ce qui se passe, parce que le sentiment d'impunité qui pousse des jeunes à fuir les policiers, à les affronter, est en grande partie dû à l'incapacité de la justice de simplement appliquer le code pénal tel qu'il a été voté. Oui, parce que les lois sont là, il suffit de les appliquer. Encore faut-il le faire. Ah bah exactement, et on sait très bien que la minorité criminelle, même quand je fais le lien avec l'immigration, je parle bien d'une minorité dans la minorité, d'individus très endurcis qui pourrissent l'intégralité de la vie de nos concitoyens. Et si vous les mettez hors d'état de nuire sérieusement, ça s'arrête. C'est aussi simple que ça, mais malheureusement, on est très loin d'une telle volonté politique.